Salut à tous. Déjà, la première chose, est-ce que vous allez bien? Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors déjà, la première chose, c'est que moi-même, je suis normand. Je suis du côté de Dieppe. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Dieppe ici? Merci, presque. Presque. Donc, ça me fait super plaisir d'être là, dans ma région, dans mon département natal, pour vous parler un petit peu de One Piece. Je suis avec Maxime. Bonjour, salut à tous. Donc, avant de commencer tout de suite, je vais me mettre debout, ça va être mieux. Avant de commencer tout de suite la conférence, on va essayer d'un petit peu de voir ensemble où on en est de One Piece pour savoir ce qu'on va pouvoir dire ou pas. Alors, parmi vous, qui déjà a lu ou regardé One Piece, levez la main. Ok. Pas mal. Parmi vous, qui adore One Piece, levez la main. Voilà, ça c'est cool. Maintenant, on va être un petit peu plus précis. Au niveau de Wano Kuni. Qui a lu Wano Kuni? Levez la main. Ok. Onigashima. Ok. Donc, tout à l'heure, quand il y aura une question-réponse, on essaiera de pas trop aller dessus pour pas trop spoiler les autres. On n'ira pas au-delà du tome 102 qui est publié par Glénat en fait. Ouais, voilà. De manière générale, voilà, on va éviter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si on parle de quelqu'un qui a un trou... Attends. Qui préfère Naruto Shippuden? C'est important de savoir si on est espionné. Non, tout va bien, ça va. D'accord. Et est-ce que je peux parler de quelqu'un qui a un trou dans le ventre? Tant pis, c'est pour ça. Donc, bien sûr, comme vous l'avez vu sur une affiche quelque part, On est à la Shibiru, hein, du coup. on est à Chibiaro, on va parler de quoi? On va parler des 25 ans de One Piece. Encore une petite question. Qui a plus de 25 ans? Levez la main. Et, ah oui, il y en a même un qui a beaucoup plus que 25 ans de ce que je vois. Est-ce qu'il y en a qui ont, bien sûr, levez la main, ceux qui ont moins de 25 ans? La vache, alors, déjà, rien que pour ça, je voudrais que vous mettiez dans votre tête cette chose. Vous n'étiez pas né, One Piece existait. Déjà, voilà. Voilà, ouais, je suis vraiment très fort en divination. Donc voilà. Alors, on va parler des 25 ans de One Piece. Déjà, Eiichiro Oda. Quel homme. Quel homme, voilà. Ça fait 25 ans que One Piece est créé et il arrive pour ceux qui ont lu les derniers chapitres, sans en parler concrètement, c'est encore un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, ça existe depuis 25 ans et il arrive à nous surprendre. Et à travers cette conférence, on va essayer de comprendre comment One Piece est devenu One Piece et surtout comment il a commencé, quels sont un petit peu tous les petits secrets de One Piece tout simplement. Et je vais te laisser commencer. Mais merci. De rien. Et oui, effectivement, One Piece a 25 ans. Donc, personnellement, pour répondre au sondage, j'ai 25 ans aussi. Donc, ça veut dire que tous les souvenirs que j'ai de ma vie, en fait, One Piece existait, peu importe, à n'importe quel moment dont je me souviens de ma vie. C'est assez perturbant de se dire ça. Et de se dire, mais... Donc moi, j'ai vieilli, bien sûr, j'ai grandi, je vieillis maintenant avec One Piece. Le doc, pareil, a grandi, vieilli avec One Piece, plus vieilli que grandi. Mais de se dire... ça fait 25 ans. Et Oda, c'est pareil, il a commencé entre 18-19 ans One Piece. Il va bientôt aller sur ses 50 ans. Quand One Piece se terminera, il sera à 50 ans, dépassé. Et de se dire, mais lui, c'est l'œuvre d'une vie. Ça veut dire que depuis le début de sa carrière, pratiquement, il raconte la même histoire depuis 25 ans. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Et il ne se lasse pas. Les lecteurs ne se lassent pas non plus. Il continue de nous faire rêver, de nous emmener, de nous porter dans son univers. Et justement, dans cette conférence, on va essayer de comprendre comment il arrive en fait à durer depuis 25 ans et de toujours nous vendre du rêve et toujours nous tenir en haleine et d'avoir des mystères qu'on a envie de découvrir. Alors, parmi vous, qui a été voir l'expo sur les 25 ans de One Piece? Levez la main. Voilà. Et il y en a certains qui ont posé la question parce qu'il y a une résine officielle qui est présente où il y a une Nami qui a les cheveux bleus. Et là, ils sont en train de se poser des questions, mais pourquoi Nami a les cheveux bleus? Et là, il y a quelqu'un qui me dit, mais Nami qui a les cheveux bleus, c'est pas logique. Alors, est-ce que c'est un épisode? Est-ce que c'est un filler? Eh bien non. Ça, c'est tiré tout simplement de quelque chose qui est avant One Piece, qui sont
les prémices de One Piece, qui est tout simplement Romance Dawn. Romance Dawn est un one-shot qu'a fait Eiichiro Oda en 1996, qu'il a proposé à la Shueisha, que la Shueisha a publié dans le Weekly Shonen Jump, et c'était les premières esquisses, les premières idées qu'il avait. Mais si on remonte avant Romance Dawn, il y a eu quelque chose qu'il a fait qui s'appelait Wanted, et c'est grâce à ça qu'il a gagné le prix Tezuka. Exactement. Donc voilà, et une fois quand quelqu'un a gagné le prix Tezuka, alors qu'est-ce que c'est que le prix Tezuka? C'est un prix qu'il y a tous les ans où des futurs, je dirais, mangaka donnent justement un one-shot, et quand il arrive à un haut niveau, quand il arrive dans les premiers, d'ailleurs à cette époque-là, pour Wanted, Eiichiro Oda est arrivé premier, et bien à partir de là, il y a une sorte de projecteur qui est mis sur eux en disant « ce mec-là a du talent ». On va lui donner un tanto, donc un tanto, c'est une sorte d'éditeur qui va être là un petit peu pour l'aiguiller et pour lui dire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et pour justement proposer son travail à la Shueisha. Exactement. Et ce qu'on sait pas trop, qui n'est pas trop dit un peu pour casser un peu le mythe d'Oda, c'est que quand il était jeune, Oda était très imbu de lui-même. C'est-à-dire que pour lui, son œuvre était parfaite, c'était le meilleur, il allait faire un chef-d'œuvre, et il avait beaucoup de mal à accepter la critique. Donc sur les éditeurs comme Dragon Ball par exemple, l'éditeur de Dragon Ball d'avant ne croyait pas du tout à One Piece, donc il refusait la publication. Et à l'inverse, l'éditeur personnel d'Oda, lui, était convaincu que ça allait marcher, mais il voulait éviter en fait de le publier trop vite pour éviter cet effet pervers qui arrive souvent aux auteurs d'une jump, c'est-à-dire que quand on repère quelqu'un qui a du talent, on lui dit bon bah allez, on lance ta série tout de suite, ça va être trop bien. Sauf que très rapidement, comme c'est une toute nouvelle série et que l'auteur est très peu expérimenté, ça s'essouffle en quelques semaines, et au final, un auteur qui aurait pu créer un manga super chouette se retrouve à faire un truc qui est terminé en 2 ou 3 volumes beaucoup plus tôt que prévu, parce que les éditeurs ont un petit peu, survendu la personne. Et l'éditeur de Eiichiro Oda voulait éviter ça, et il l'a fait mariner pendant 2 ans. Il lui a dit non, je te publie pas. Et donc Oda recommençait encore et encore les planches de One Piece, notamment avec Romance Dawn, justement, qui était publié juste avant, qu'il a encore retravaillé après pour donner One Piece. Et je crois qu'au total, il existe 3 ou 4 versions de Romance Dawn en comptant le chapitre 1 de One Piece qui s'appelle aussi Romance Dawn en hommage à ces chapitres prototypes. Et donc au départ on n'avait que ces Garp qui donnaient le chapeau de paille, notamment il me semble. Alors ça, c'est je crois que ça n'existait pas, c'est ça? Je crois que c'est dans la deuxième version où à un moment ce qui se passe c'est que on contacte Eiichiro Oda et on lui dit il y a un mec qui dans 3-4 semaines doit mettre un one shot dans le Weekly Shonen Jump pour l'été. Malheureusement, le mec, il a un problème. Est-ce que tu peux nous créer une histoire? Et il écrit une autre version de Romance Dawn où il y a, par exemple, de la magie. Il fait 2-3 petits tests, mais les retours du public sont vraiment pas très très bons. Et à partir de là, il dit ok, on va arrêter un petit peu tout ce qui va être magie. Il va remettre en place justement les fruits du démon. Il faut savoir aussi que dans la première version, il y avait eu Shanks qui faisait un sacrifice, et ça avait vraiment beaucoup impacté le public, et il se dit ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je garde pour mon œuvre plus tard. Oui, voilà. Donc, pour rebondir là-dessus, en fait, Oda a donc beaucoup travaillé. Il avait pas, même s'il avait pensé depuis longtemps à une histoire de pirate, Oda il a été obligé de retravailler beaucoup. One Piece au départ, c'est pas ce que c'était. C'est même quand One Piece a été lancé, c'est pas ce que c'était maintenant. On reviendra dessus un peu après. Et c'est surtout que Eiichiro Oda, quand vous regardez dès que vous regardez les premiers chapitres de One Piece, en fait, il a un dessin très particulier. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être eu du mal, d'ailleurs, avec One Piece au départ. Je sais pas qui a été vraiment au départ rebuté ou a eu du mal avec ce dessin arrondi, oui, qui est finalement assez atypique. Et d'autant plus qu'à l'époque, donc en 97, Dragon Ball s'était terminé quelques années avant, et Toriyama, il avait un peu popularisé un style très anguleux dans les dessins. Vous regardez par exemple les cheveux des Super Saiyans, c'est dessiné à la règle. Et quand Dragon Ball s'est terminé, la Shueisha, l'éditeur de Dragon Ball, s'est dit bon bah il nous faut un nouveau gros titre parce que nous on veut vendre des magazines toutes les semaines. Donc ils se sont mis en quête de nouveaux titres. Et donc, on peut pas avoir un nouveau Dragon Ball à proprement parler. Par contre, on peut au moins essayer de reproduire certains ingrédients de la recette qui a fonctionné, notamment ces fameux dessins. En plus de ça, d'autres auteurs sont inspirés par Toriyama, donc prennent le pli du dessin un peu anguleux, et on le voit encore aujourd'hui avec Black Clover, My Hero Academia, même un peu avant Yu-Gi-Oh! Enfin, regardez les cheveux généralement, ou la musculature des personnages dans ces séries, on sent que c'est tracé à l'arrêt, qu'il y a quelque chose de très droit dedans. Et Oda, lui, il arrive dans cette mode un peu de recherche d'angle droit, il dit bah non, moi j'ai des dessins tout ronds, Luffy, sans mauvais jeu de mots, on dirait un élastique dans le premier chapitre, il a pas de muscles, rien, et ces personnages sont complètement atypiques.
Et c'est d'ailleurs on reprend ce qu'il a dit tout à l'heure, Akira, mais non. Et Eiichiro Oda était vraiment je vais être vulgaire, je vous prie de m'excuser, mais comme moi à une époque, était un petit con. Et lui, en un sens, tant mieux qu'il ait fait ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde lui a dit, non, tu dois changer ton dessin parce qu'il n'est pas dans les codes qui sont utilisés. Et lui, il a dit, non, moi je reste avec mon dessin. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait apprécier son dessin grâce à l'histoire. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est venu me voir sur le stand et il a parlé d'un truc qui est vraiment très très bon. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire des codes. Et l'un des premiers codes qu'on va avoir, c'est que souvent, le héros, il va se balader, il va combattre des personnes et après, ces personnes vont après s'intégrer dans le groupe. On va prendre par exemple avec au niveau de Dragon Ball, Tenshin Han, c'est exactement ça, Piccolo après, Vegeta, etc. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au tout début, Zoro devait faire partie de l'équipage de Buggy. Pourquoi ? Parce que c'est un code au niveau du shonen, au niveau du neketsu. C'est-à-dire qu'il va combattre quelqu'un et après la personne va venir dans l'équipage. Et c'est pour ça que Zoro, faisant partie de l'équipage de Buggy, allait être battu par Luffy et après intégré. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il a dit non. Cette idée, on va la mettre de côté. Et en gros, il va recruter son équipage à travers sa volonté, à travers son désir et aussi le rêve qu'ils ont de vouloir intégrer, de vouloir atteindre quelque chose et ensemble ils formeront. Et au niveau des codes, Eiichiro Oda, on n'a absolument rien à faire. Exactement, il fait ce qu'il veut et en fait c'est ça qui fait le sel de One Piece en partie. Par exemple, les vieux maîtres. Encore une fois, l'exemple de Dragon Ball, c'est un peu le schéma typique, mais donc on a Tortue Géniale, on a eu Maître Karine, on a eu Dieu, on a eu après je sais plus quel maître. Enfin bref, Goku a une pelletée de maîtres tout le temps. Goku, on ne voit aucun entraînement de Luffy, pardon. Luffy n'a aucun entraînement. Il y a l'ellipse évidemment, mais qui intervient très tard. Et son vieux maître, Rayleigh, n'apparaît qu'au tome 51 et devient véritablement son vieux maître au niveau du tome 60-61. On se dit mais c'est super tard. Pareil, l'un des codes les plus répandus du shonen, c'est le tournoi. C'est facile, il y a de la baston, des pouvoirs qui s'affrontent, on peut mettre plein de personnages sans avoir besoin de justifier pourquoi ils sont là. Ils sont dans un tournoi, donc encore une fois Dragon Ball, mais le tournoi des Chunin dans Naruto, l'examen sportif qu'on voit au tout début de MHA, il y a ça tout le temps. Le premier véritable tournoi de One Piece, c'est dans les tomes 70 à Dressrosa. Ouais. C'est à ce moment-là. Et c'est vrai, et c'est quand même très très dur parce que je sais pas si vous connaissez, levez la main pour me dire qui connaît le Weekly Shonen Jump. On va essayer de partir. Ok. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Weekly Shonen Jump, c'est une sorte de gros bouquin qui existe dans lequel chaque semaine il y a 20 chapitres différents de manga qui sont publiés. Et il faut savoir qu'au Japon, ils sont pas sympas. Pourquoi ? Parce que dedans il y a une petite carte et le public vote justement pour ces 3 préférés. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans les 3 premiers, en gros, le mangaka peut faire absolument ce qu'il veut. Par contre, quand tu commences à descendre dans le classement et que tu commences à être dans la deuxième partie, à partir de là, il y a l'éditeur qui te dit « Ok, ton manga, il a un petit peu de problème, donc tu devrais faire ça, ça ou ça. » Essayer de l'aiguiller pour savoir quelles sont les attentes du public. Et carrément, quand tu es dans les 3 derniers, ils te disent « Si tu ne te sors pas les doigts, dans 3 mois, tu vires. » C'est pour ça que certains mangas, d'ailleurs, ont une fin qui est assez rapide. Et même, on va reprendre par exemple Naruto ou Bleach, où on voit qu'il y a une sorte, à un moment, de choix qui sont faits, qui sont peut-être pas les choix du mangaka, mais c'est les choix qui sont faits par la Shueisha et par l'éditeur pour essayer de toujours attirer un certain public. Et là où c'est complètement fou, c'est que malgré qu'il se fout des codes Eiichiro Oda de la narration, il a toujours réussi à être dans les 3 premiers et il fait absolument ce qu'il veut de son manga. Que ça plaise pas, Eiichiro Oda est le seul maître de son manga. Exactement, et ça, il a réussi à avoir ce luxe que très peu d'autres artistes ont, en tout cas dans des super productions comme le Jump, parce que justement, ça fait des années qu'il a prouvé qu'il se maintenait toujours dans le haut du classement. Et ça, son dessin le montre très bien, en fait. C'est une fenêtre sur son imagination complètement délirante, et où il va briser les codes, comme on le disait juste avant. Par exemple, les téléphones. On est dans un monde de pirates. Pourtant, il y a des téléphones. Mais il choisit pas de faire comme dans Naruto, où on introduit des oreillettes avec la radio ou des choses assez basiques. Non, il utilise des escargots pour téléphoner. Et maintenant, au bout de 25 ans, ça nous choque pas. Quand on voit des escargots, on sait à quoi ça correspond. Pareil pour les personnages. Moi, j'adore l'exemple. Alors déjà, les humains ont toutes les tailles et c'est n'importe quoi. Donc, Moria, Barbe Blanche et Kuma font tous les 3 la même taille.
à peu près 6 mètres de haut. Il n'y en a pas un qui est foutu pareil. Donc Barbe Blanche est à peu près une morphologie classique. Voilà. Moria, c'est un culbuto diabolique. Et Kuma a un torse qui fait 3 fois la taille de ses jambes. Ça n'a aucun sens. Et on l'accepte. On se dit, oui, c'est normal de voir ce genre de personnage. Il n'y a plus rien qui nous choque pratiquement maintenant dans One Piece. On en vient, je sais pas, sans spoiler, mais les dernières... Queen, par exemple, qui est l'un des généraux de Kaido, qu'on a découvert au début de l'arc Wano. Le personnage est totalement ridicule. Et en même temps, c'est un personnage typique d'Oda. On l'accepte. Il fait n'importe quoi. Il est mis bizarrement, même Big Mom en soi. La morphologie de Big Mom n'a aucun sens. Mais on l'accepte. Ça fait partie de One Piece. On n'est pas choqué. Presque quand on voit des personnages plus normaux, lambda. oui, plus lambda comme Katakuri, qui malgré son look a un corps à peu près classique. Bah, c'est plus là que ça devient choquant en se disant tiens, lui il est pas bizarre comme les autres, c'est étonnant. Et donc Oda fait pratiquement tout n'importe quoi. Pas Baby Five, l'autre lieutenant, Senior Pink, voilà. On parle d'un homme de 40-50 ans qui est habillé en bébé. C'est un bébé géant, c'est totalement ridicule, mais au bout de 2 chapitres, on se dit oui, non, mais c'est normal, il y a un mec, un général d'un ennemi déguisé en bébé géant. Non, il n'y a rien qui me choque. Mais ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que il met pas un mec comme ça pour rien. C'est-à-dire que derrière, il va construire tout un univers. C'est-à-dire que s'il est déguisé en bébé, c'est parce que il a une histoire qui est faite. C'est pareil. C'est peut-être aussi ça la grande force de One Piece. C'est-à-dire qu'il va pas mettre un méchant parce qu'il est méchant. Chaque méchant peut être, à la rigueur sur le dernier, mais on peut pas trop en parler. Et on a toujours des flashbacks qui sont vachement mis, qui sont vachement grands, qui vont venir expliquer pourquoi il a fait certains choix. Doflamingo, quand tu le vois apparaître à Marineford, tu te dis c'est qui ce mec qui ressemble à Paul Naref? Franchement, moi, je le détestais, je l'aimais pas. Et pourtant, maintenant, c'est mon antagoniste préféré parce que quand tu vois ce qu'il a vécu, que c'est un dragon céleste qui a été déchu par rapport au choix justement de ses parents. Enfin, il y a des trucs complètement fous. Arlong que j'aimais pas, quand tu vois justement l'île des hommes poissons, il y a toute une richesse scénaristique et ce qui est en un sens un avantage peut peut-être être aussi un défaut. Pourquoi? Parce que des fois, il parle trop des personnages. On va parler de Whole Cake. Whole Cake, qu'est-ce qu'on en avait à faire de voir autant la famille? Des fois, il y a des personnages qui apparaissent pour rien. Mais pourquoi? Parce que Ichiro Oda, il se dit, moi, j'ai envie de présenter tous les personnages. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre son monde vivant. Et des fois, c'est peut-être un petit peu trop. Et exactement, c'est le souci. Donc Oda tranche par son dessin original. Le souci, c'est qu'à force d'évoluer, en fait, déjà, Oda, il a toujours envie d'en raconter plus. Donc c'est génial, hein. Les enfants, par exemple, de Big Mom, ça apporte au background, on a envie toujours d'en découvrir plus. Et c'est d'ailleurs un des seuls qui développe autant ses personnages. Pour en revenir à cette espèce de bébé géant qui est Senior Pink, dans quel autre manga on prend le temps d'accorder un flashback à un personnage pareil? Ce personnage est ridicule, et un chapitre plus tard, on arrive à ressentir de l'empathie pour un personnage qui est à peine un personnage secondaire, tellement il est en retrait, à part son combat contre Franky. Et c'est ça qui est génial. Et même son combat n'aurait pas été présent, ça n'aurait pas changé l'intrigue. Exactement, et même tout l'équipage des chapeaux de paille, au final on a 10 héros, donc Luffy plus les 9 autres, et c'est ça où c'est particulier parce que dans aucun autre manga on a vraiment autant de héros. On prend l'exemple de Naruto ou My Hero Academia, c'est des camarades de classe du héros, mais en tant que camarades de classe ils restent secondaires, on les suit en plus de Naruto. Là, dans l'équipage de Luffy, on a quelque chose de différent. Ils partagent l'objectif de Luffy, ils ont chacun leur propre rêve, mais avant tout, ils veulent faire en sorte que leur capitaine atteigne son rêve. Et c'est en ça que c'est particulier. Donc ça rend l'histoire super passionnante, mais comme le disait le doc, on en arrive des fois où ça devient un peu fouillis. Et ça se voit notamment dans les dessins où, depuis les 2 ans, notamment depuis Punk Hazard et Dressrosa, on commence à avoir une surcharge visuelle des fois où, donc au premier plan, on a l'action principale, derrière, il y a quelqu'un qui fait une connerie, encore derrière, il y a un petit indice pour dire hey, là, je viens de poser un truc que vous avez peut-être pas vu, mais dans 10 volumes, ça aura du sens. Et en fait, chaque case comme ça devient super lourde et ça ralentit la progression de l'œil. Et One Piece en est parfois presque épuisant à lire pour les yeux parce que il y en a plein, il s'écarte. Le but d'un manga, en fait, c'est de se lire très vite. L'œil balaye balaye une planche comme un idéogramme japonais. C'est fait pour que ça aille très vite. Et en fait, Oda, en faisant ça, revient presque à du franco-belge, tellement chaque case doit être lue indépendamment. Et donc, c'est pas facile à lire quand il y a 200 pages à chaque fois. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail au niveau du background où qui a déjà lu
qui a lu 2 fois One Piece? Levez la main. Oh merde, d'habitude il y en a quand même beaucoup plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on le relit une deuxième fois, et qui a découvert des trucs qu'il n'avait pas vu la première fois? Voilà, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on peut relire et relire. Moi, ça va faire au moins 4 fois que je le lis, et ben des fois j'arrive à voir des petites choses derrière qui sont à peu près folles au niveau de tout ce qui est découpage. Par contre, maintenant, on va arriver où je vais peut-être casser un mythe, c'est au niveau de Eiichiro Oda, cet ultime génie, qui, dans le public, pense que tout ce qu'il a mis dans son manga, il l'avait pensé depuis le début et qu'il a une maîtrise absolue. Levez la main. Plus haut la main, plus haut, plus haut. Voilà. Eh ben, moi, j'ai fait partie de cette école qui pensait que, justement, il maîtrisait tout de A à Z. Sauf que ce n'est pas le cas. Il a un alpha et un oméga. Il a le début et la fin. Et il a quelque chose qu'il a prévu au milieu, mais il n'a pas tout prévu. Et l'un des exemples que j'aime à dire, c'est qu'au niveau de Marineford, il y a Ace qui a été créé. On est d'accord avec moi? On en arrive à ce fameux Ace. On arrive à ce fameux Ace. Ace est un personnage hyper important. Pourquoi? Parce que Eiichiro Oda, quand il l'a créé dans sa tête, il savait qu'il allait le faire mourir. Pourquoi? Pour permettre à Luffy d'évoluer. Luffy, il fait plein de combats, il n'a pas de maître, tout, il l'apprend par lui-même. Il va à fond, il arrive toujours à s'en sortir. Sauf qu'à un moment, à Shabondi, ça va pas trop. Et après, à Marineford, il perd quelqu'un d'hyper cher. Parce qu'il n'a pas réussi à le protéger, parce qu'il a été faible. Et ça, justement, il s'en rend compte. Et à partir de là, il y a un changement dans le caractère. Donc, quand tu crées un personnage, quand tu fais un petit peu d'écriture, normalement, quand tu crées un personnage, tu fais un diagramme où tu dis, ok, tel personnage, il a des liens avec lui. Le père de Ace, c'est Roger. C'est quand même quelqu'un d'important, bordel de Dieu. Oui ou non? Eh bien, le fait que ça soit son père, il l'a pensé quand il a écrit Marineford. Il ne l'avait pas prévu avant. À un moment, il voit son tantôt, qui était Jean-Baptiste Hattori, et il regarde, il lui fait, lors d'une réunion, il lui fait « Et si Goldie Roger était le père de Ace ?» Et là, le mec en face, il fait « What? C'est quoi ce délire ?» Et là, Eiichiro Oda, il fait « Ouais, là, c'est bon. Si toi, tu réagis comme ça, alors le public, comment il va réagir ?» Et au niveau de Marineford, c'est ce qu'il a fait. La fin, Shanks qui arrive. Est-ce que c'est mythique? Franchement, c'est mythique, voilà. Eh bien ça, il ne l'avait pas prévu. Pourquoi il ne l'avait pas prévu? Parce que quand on a une petite case, et encore une fois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, les toutes petites cases, et à un moment, il y a quelqu'un qui vient voir le vice-amiral Momota et lui dit, en ce moment, dans le Nouveau Monde, il y a une bataille entre Kaido et Shanks. Donc, à travers cette case, Eiichiro Oda, il dit, Shanks est bloqué dans le Nouveau Monde, sauf qu'il le fait apparaître plus tard. Pourquoi? Parce que malgré... Alors là, j'ai spoilé, hein, je m'en fous. Moi, je suis comme ça. Malgré la mort de Ace, malgré la mort de Barbe Blanche, malgré que Barbe Noire peut bouffer un deuxième fruit du démon, troisième, je sais pas, t'as ces infos-là, t'es refait. Eh bien, à la fin, il dit non. Marineford, c'est pas encore assez top. On va aller au-delà des étoiles. On va amener qui? On va aller amener Shanks. Et c'est vrai que quand tu l'as lu en direct, quand il y a Shanks qui arrive et qui dit bon, ok, maintenant les gamins, vous arrêtez de faire la guerre. On rentre chacun chez soi et on va tous être contents. Enfin, tous être contents moyen. Voilà quoi. Et c'est ça qui est la magie d'Eiichiro Oda. C'est que même s'il n'a pas prévu des trucs, eh bien, ça vient nous chercher. Il y a d'autres exemples là-dedans. Oui, il y a d'autres exemples, mais tu l'as dit, en fait, la force, au-delà de faire ce qu'il veut, c'est qu'il fait ce qu'il veut, il le fait bien. Et il arrive, en fait, à créer ce qu'il veut. Et pour moi, c'est vraiment ça, le plus gros talent d'Eiichiro Oda, c'est son talent de conteur, en fait, sa façon de nous raconter des histoires. C'est que déjà, il n'a pas tout prévu depuis le début, mais ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est pas qu'il n'ait pas tout prévu depuis le début, c'est qu'il arrive à nous y faire croire. C'est comme disait le doc, d'arriver à penser à Ace et le fils de Roger juste avant l'arc en question, et que ça donne l'impression que tout était prévu, qu'il n'y ait aucune incohérence. Moi, il y a des trucs que j'adore, les supernovas aussi. Les supernovas n'existaient pas avant l'archipel Shabondi. Alors évidemment, nous on ne les connaissait pas, mais parce que dans la tête d'Oda, elles n'existaient pas. Son éditeur lui a dit, mais ton arc de transition, il est un peu trop de transition en fait, il se passe pas grand chose, c'est un peu vide. Il a dit notamment, à part Barbe Noire, mais qui est un peu éloigné, le fil n'a pas de rival, du coup c'est bizarre, genre, apparemment il y a un âge d'or de la piraterie, mais il n'y a pas de pirates. Et il s'est dit, du coup je vais lui créer des rivaux, la fameuse génération terrible, et il a inventé 9 pirates en quelques heures, et quelques chapitres plus tard, les 11 supernovas étaient présentés.
duquel Zoro et Luffy font partie. Et ça, on se dit, mais en fait, c'était présent depuis le départ. En fait, depuis qu'on suit Luffy à Alabasta, à Skypiea, pendant ce temps, il y a d'autres pirates qui faisaient leur vie. Et ça semble incroyable. Et c'est ça que je trouve génial, c'est cette cohérence globale couplée à cette richesse, puisque encore une fois, comme le disait le doc, on a Shanks qui arrive, on a la mort de Barbe Blanche, il se passe plein de choses mythiques et en fait, One Piece, ça ne se résume pas à Luffy et son rêve. Et c'est ça qui est génial. Il y a les 4 empereurs, il y a les grands corsaires, mais à chacun, on leur donne un développement, on leur donne une histoire. Et il y a l'histoire de Luffy. Prenez le tome 96 avec toute l'histoire de Oden, le nombre de légendes qu'on voit à travers ce flashback, toute l'histoire de Gold Roger, de Barbe Blanche, mais qui évoque d'autres histoires, d'autres flashbacks qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. L'histoire est terriblement riche, il nous fait rêver en fait. Et il s'amuse avec nous. Et il faut savoir aussi qu'en un sens, Ichiro Oda a été un petit peu dépassé par son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il pensait seulement écrire une histoire sur 5 ans. Oh oui. Il avait fait le truc, il avait fait ok, il y a ça, première, deuxième année d'écriture, on va mettre tous les Mugiwara qu'il va rencontrer, après il va combattre justement Crocodile, après il va arriver Même pas, les crocodiles n'existaient même pas. Ils n'existaient même pas, mais il y avait seulement que les empereurs qu'il allait arriver, et après ça allait se terminer, et au fur et à mesure du succès, comme je vous ai parlé tout simplement de l'attente du public, quand il cause les cases de dire ouais bah One Piece ça me plaît bien et tout, eh bien il a vu l'importance que prenait One Piece et il a commencé à rajouter des choses, rajouter. Et c'est sûr que quand il a commencé, il n'avait jamais dans sa tête que peut-être 30 ans plus tard, il allait encore parler de One Piece. Sauf que là, en ce moment, je ne sais pas si parmi vous, vous le sentez, mais il y a une certaine accélération au niveau de One Piece. Qui le sent ? Levez la main. Ouais, parfait. Tu vois, ça montre que je raconte pas trop de conneries pour l'instant. Pour l'instant. Je suis dans le bon. Et c'est-à-dire qu'il a toujours pris son temps. Par exemple, au niveau de Whole Cake, on vous l'expliquait, Whole Cake devait être quand même assez rapide, mais il s'est dit non, je vais parler de toute la famille, donc il l'a rajouté. Sauf qu'entre temps, il y a peut-être eu la mort de Miura, qui est le mangaka justement de Berserk, où Berserk, on ne sait pas si ça va se terminer ou pas. Et peut-être que par rapport à Ichiro Oda, il se dit « Ok, j'arrive sur 50 ans, il faut que j'arrive à terminer mon œuvre. » Donc là, on sent qu'il est pris par le temps et qu'il accélère un petit peu sa narration. Oui, je pense que de manière générale, dans l'industrie du manga, il y a un peu une prise de conscience, ou en tout cas, ils peuvent plus être dans le déni à se dire oui, bah, malheureusement, il y en a qui tiennent pas le rythme. Oui, bah, c'est parce qu'il n'est pas humain, en fait, le rythme de fabrication. Donc, déjà, bon, ça fait quelques années que Oda avait eu des pépins de santé. Donc, de fait de son statut un peu particulier, on lui avait dit bon, bah voilà, t'auras une pause toutes les 3 semaines, ce qui est un grand luxe, quand même, de se dire ça, ce qui est terrible. Donc, voilà, il y a une certaine prise de conscience par rapport aux conditions de travail. Et pour en revenir sur ce que tu disais sur la création et l'ajout, il a des idées tout le temps, en fait. Et au départ, effectivement, il n'y avait que les 4 empereurs qui existaient. Les 4 empereurs apparaissent, nous, à partir du tome 45. Et en fait, Oda, avant de se lancer, ou pas longtemps après de s'être lancé, je ne sais pas exactement, il s'est dit, mais en fait, ça serait pas mal de reproduire un peu le système qui existait donc dans notre histoire de la piraterie réelle, les systèmes des corsaires, qui avaient des lettres de marque et qui étaient affiliés au gouvernement. Il s'est dit, ça peut être cool. Mais Oda, il s'est pas dit, tiens, je vais en faire 3-4. Non, il en a fait 7 d'un coup. Ce qui fait que tous ces personnages, il faut les développer. Et en fait, One Piece est aussi long, en grande partie, à cause des corsaires. Et on le voit, puisque Crocodile est le premier à tomber à Alabasta. Mais dans les tomes 70, on est encore avec Doflamingo, qui a accaparé 2 ans de publication, et qui, lui, encore est un grand corsaire. Et donc, moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que les empereurs qui étaient censés être les ennemis finaux apparaissent au tome 45 et qu'ils ne deviennent véritablement des antagonistes de Luffy à proprement parler. Alors, on peut considérer à partir de Whole Cake, donc dans les tomes 80, parce que Big Mom est mise dedans, mais on commence vraiment à les prendre comme des ennemis que Luffy peut affronter à partir du tome 90 au départ de Wano. C'est-à-dire 45 tomes après. Je trouve ça démentiel en fait. Aucune œuvre arrive à nous tenir en haleine et à mettre autant de cohérence. Alors, ce qui est vraiment excellent, c'est que s'il arrive à ça, c'est parce qu'il a mis quelque chose, ce qui est étonnant pour un shonen, c'est qu'il a mis la narration de l'œuvre, raconter une histoire bien avant les combats. Qui maintenant, ou depuis quelques années, lit One Piece pour les combats ? Levez la main. Uniquement pour ça, on pourrait dire. Ok. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça se soigne, c'est très très bien, c'est pas grave. Mais voilà, c'est en gros ce qui se passe, c'est qu'on lit One Piece pour justement avoir cette histoire, et c'est vraiment un truc qui est fou. Et surtout à côté de ça, c'est qu'au niveau de la Shueisha, il n'y a plus
de manga fleuve qui va nous tenir sur tant d'années. C'est-à-dire que One Piece a vu la naissance et la mort de plein de mangas qui étaient excellents. On parle souvent du fameux trio Monster, je sais pas si vous savez à quoi ça correspond. En gros, c'est un peu les 3 gros mangas blockbusters de chaque génération. La plupart du temps, ils appartiennent au Shonen Jump, et c'est d'ailleurs le Jump qui a popularisé l'expression. Donc dans les années 90, on avait évidemment Dragon Ball, on avait Slam Dunk et Yu Yu Hakusho, donc par l'auteur de Hunter x Hunter. Après, quand ils se sont terminés, on a donc eu effectivement One Piece qui a pris la relève avec Naruto et Bleach. Et là, en ce moment, on est sur Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et j'ai perdu le My Hero Academia, évidemment. Même si Demon Slayer, je trouve que c'est un peu un élément particulier dans le sens où il est déjà terminé depuis un moment, mais c'est un autre débat. Mais donc on a ce nouveau trio Monster, enfin ce nouveau gros trio, mais One Piece, il est pas fini lui pendant ce temps. Lui, il est au-dessus encore du trio, il vend encore plus. Il dit ouais, bah, bienvenue les nouveaux, mais moi je suis là, je suis pas terminé. Regardez-moi de haut, mais je vends plusieurs millions. One Piece, depuis, alors je sais pas exactement, je dirais que ça fait 1 ou 2 ans désormais, est la BD la plus vendue au monde. Et quand je dis BD, donc pas manga, c'est-à-dire qu'il y a plus d'exemplaires de One Piece écoulés que d'Astérix ou de Thor ou d'exemplaires de Spider-Man. Et Batman même. Non, alors le seul où il est battu, c'est que si on compte effectivement que tous les comics Batman parus depuis 70 ans comptent une seule et même série, effectivement Batman et Superman sont encore plus vendus que One Piece. Mais à part ça, One Piece est la bande dessinée la plus vendue au monde, et de loin. Enfin, c'est incroyable. Bon, après il a plus de 100 tomes, donc ça aide un peu, mais quand même. Mais là où par contre ça fait peur, c'est que par sa longévité et par l'attrait qu'il a envers le public, Eiichiro Oda, on peut dire que il est en train de marquer l'histoire. Mais par contre, la peur que l'on peut avoir, et qui est peut-être légitime, c'est-à-dire que comment il va se terminer. Quand on reprend tous les autres, on va reprendre Dragon Ball, on va reprendre Naruto et Bleach, au niveau des fins, on va reprendre aussi, même si c'est pas dans la même catégorie, on va reprendre par exemple l'Attaque des Titans, qui même avec du recul se termine bien. Quelle va être la fin de One Piece, et est-ce que il va réussir à vraiment marquer les esprits par une fin, parce que c'est la peur qu'on a, c'est-à-dire que là on sent une certaine accélération, et surtout il a répondu à presque aucun secret, c'est-à-dire que tout ce qui reste à expliquer, et on nous dit que ça va se terminer dans 3-4 ans, comment il va réussir. Et personnellement, moi, c'est sûrement l'une des plus grandes peurs que j'ai, c'est de savoir comment One Piece va se terminer. Ouais, alors perso, moi je suis plutôt confiant sur la fin, dans le sens où de toute façon Oda, ça fait des années qu'il a un peu carte blanche, donc je vois pas pourquoi il se dépêcherait de finir. Après, je sais que tu partages pas mon avis là-dessus, mais ça me dérangerait pas par exemple que Luffy meure à la fin, qu'il y ait un truc, quelque chose de très symbolique, même si c'est triste, mais quelque chose de symbolique. Je veux pas forcément une happy ending. Bah si, j'ai rien contre le fait qu'il meure, même que ça soit complètement... mais je m'imagine pas une fin. Je veux découvrir la fin. Ça, c'est vraiment très important. Malheureusement, je sais que moi, par exemple, je suis youtubeur au niveau de One Piece, et je sais qu'à une époque, j'avais toujours tendance à trop extrapoler, à trop imaginer des choses. Et si Eiichiro Oda n'allait pas dans ma voie, je prenais ça peut-être pour une trahison. J'ai beaucoup changé depuis le chapitre 900, qui m'a mis une bonne claque, et une très très bonne claque. Et maintenant, ma vision de la chose, c'est que je lis One Piece pour m'amuser, pour découvrir. Et en un sens, que ça soit un truc complètement what the fuck, mais que ça soit un bon truc, quelque chose qui ne s'ouvre pas sur un One Piece Shippuden, par exemple. Oui, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète plus, au-delà de la fin, du scénario de la fin, c'est surtout comment One Piece va survivre à sa fin. C'est-à-dire que, par exemple, Dragon Ball, maintenant, on est au courant que le dernier ennemi, c'est Boo. De ce qui se passe, c'est qu'à la fin, Goku part, je sais pas où, s'entraîner avec Oob. Ouais. Justement, on le sait, à l'époque évidemment on le savait pas quand c'était en cours de publication. On a toujours autant d'intérêt à lire Dragon Ball, même si on connaît un peu la fin et qu'il y a des grands tenants aboutissants qu'on connaît. Est-ce que One Piece ça sera pareil, puisque l'un des moteurs de la lecture c'est de se dire qu'est-ce que c'est que le One Piece, qu'est-ce que c'est que le siècle oublié, comment ça va se finir, c'est surtout ces questions. Dans les chapeaux de paille, comment ils vont atteindre, comment ils vont réaliser leurs rêves concrètement, parce que évidemment Luffy va devenir roi des pirates comme Naruto est devenu Hokage, on le sait, c'est sûr, mais les autres Mugiwara, et même comment il va devenir roi des pirates, quand on saura tout ça dans 5-6 ans, je sais pas, mais est-ce qu'on aura le même plaisir, et est-ce que One Piece restera toujours autant ancré, parce que ça fait 25 ans, donc c'est d'une certaine manière c'est ancré dans la culture geek, mais ce n'est pas terminé. Donc on peut regarder, prenez l'exemple de Bleach. Alors Bleach n'a pas eu le même succès,
mais la fin qui a tué à petit feu Bleach, où Bleach Tite Kubo a perdu de plus en plus de votes au cours des semaines, je trouve que s'il n'y avait pas eu l'animé actuellement, qui a un peu relancé la hype, Bleach, ça faisait des années qu'on n'en entendait plus trop parler. Mais ce qui est dingue, c'est que au niveau de One Piece, là, il parle du Seigneur des Pirates, mais on nous dit c'est le rêve ultime de Luffy, il veut avancer, il veut devenir ça. Mais voilà, il y a quelqu'un qui dit non. Parce que là, on vient d'apprendre que c'est secondaire. C'est-à-dire que le mec a plus de 102 tomes, a plus de 1000 chapitres. Il nous dit non, mais en vérité, son rêve, c'est qu'une étape pour quelque chose. Mais une étape, mais pourquoi? C'est ça. En fait, ça fait 25 ans que vous lisez One Piece, mais Oda nous dit je vous ai jamais dit en fait vraiment pourquoi vous lisez One Piece. Pourquoi? Voilà, c'est exactement ça. Et on le sait toujours pas, et c'est ça qui est terrible. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, la première chose, répondez franchement, ça me blessera pas. Est-ce que ce qu'on vous a dit, ça vous a intéressé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Non? Et est-ce que ça va? Est-ce que pour l'instant on va pas trop loin? Est-ce que ça vous plaît? Ouais, merci beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que si quelqu'un de la régie est OK, est-ce que quelqu'un peut, ou sinon moi je vais y aller, passer un micro et vous allez poser des questions. Oh, mais t'es fantastique! Un champion avec donc voilà. Le alors, c'est toujours pareil. Là, faut qu'il y ait seulement quelqu'un qui, à chaque fois, c'est la même chose. Il faut que quelqu'un se lance pour une question et après, les autres vont le faire avec plaisir. Donc, qui aurait une question, s'il vous plaît? Ok, juste là et après, ça sera toi là-bas. Vas-y, tu peux. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question. Pour vous, ça peut être quoi le One Piece? Ah, alors, je vais commencer à répondre. Vas-y. À une époque, j'étais persuadé que c'était quelque chose de philosophique, que c'était même pas un trésor, que c'était quelque chose de philosophique. Sauf que avec le flashback qu'on a eu d'Oden et surtout de Roger, eh bien, c'est plus quelque chose de philosophique, c'est quelque chose de vraiment Et enfin, je suis encore surpris. Je ne sais pas ce que peut être le One Piece, et c'est ça qui est magique. Franchement, c'est ça qui est magique. Par contre, alors déjà, il y en a qui en parlaient. Par contre, quand je vais savoir ce que c'est One Piece, ou surtout quand ils vont arriver à Raftel, je veux rire comme Goldie Roger a rigolé. Ah, c'est sûr que là, avec ce genre de double page où on nous montre Roger devient le roi des pirates, il se tape sa meilleure barre, on se dit va falloir être à la hauteur quand tu vas montrer ce qu'est le One Piece, Oda, parce que clairement, il nous vend du rêve. Personnellement, je sais pas non plus. Oda avait bel et bien confirmé que le One Piece c'était pas le pouvoir de l'amitié, mais que c'était quelque chose de matériel. Après, je pense, mais comme beaucoup, à mon avis, que c'est lié au siècle oublié de toute façon, puisque de toute façon, il y a quelque chose de par la volonté de Rogers. Effectivement, je trouve que ça serait cool qu'il y ait une part de trésor, vraiment des pièces d'or, pour justement vraiment aller contre cette idée de pouvoir de l'amitié, de se dire qu'il y a une partie du One Piece, c'est un gros trésor qui permettrait d'accomplir quelque chose, je sais pas. Mais voilà, que ça soit pas effectivement une carte au trésor pour dire non, mais en fait, c'est que le début de l'aventure ou quelque chose dans ce genre-là. Oui, il reste encore 200 chapitres, voilà. Donc voilà, est-ce que ça va? On a bien répondu? Enfin, j'ai répondu à côté, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Vas-y, tu peux te lever? Voilà. Go, 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 go. Ouais, on l'applaudit. Merci. Bonjour. Donc j'avais deux petites questions. Déjà, c'était par rapport au film Red. Je veux savoir un peu votre avis dessus, notamment par rapport à tout ce qui avait été fait dans l'animé pour présenter Uta. J'avais eu un ressenti un petit peu de gâchis du personnage. C'était un peu mon impression. Je sais pas ce que vous en pensiez. J'ai fait une excellente vidéo, vous pourrez la voir ici. Et là, je vais foutre un lien parce que je vais foutre ça sur YouTube et je vais me faire de la monnaie. Merci les gars. Voilà. Tu me laisses répondre en premier. J'ai pas du tout aimé One Piece Red personnellement. Et voilà, je sais que mon avis. Non, au-delà, je m'attendais à ce qu'il y ait de la musique, même si je suis pas un grand fan de comédie musicale, mais le traitement de la musique, j'ai pas forcément aimé. Et c'est surtout qu'au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un fan service à outrance, qui était même pas forcément justifié, contrairement à Stampede, alors que je pensais pas, alors que Stampede m'avait déjà bien énervé au niveau du scénario. Et ce qui m'a définitivement fâché avec Red, c'est cette espèce de retour sur la chronologie en mode ah oui. Mais en fait, on a oublié de vous dire, mais Luffy, il avait une meilleure amie que personne connaît avant Ace et Sabo. Et en plus, on essaie de nous faire dire dans certains chapitres qu'elle est plus ou moins canon. Et ça, moi, ça me saoule d'essayer de canoniser des trucs comme... Alors que justement, la force de One Piece, comme on l'a dit dans la conférence, cette espèce de cohérence globale qui se tient et d'essayer de bourrer des personnages au forceps 25 ans après, tout ça pour des produits marketing. Donc voilà, c'est un avis un peu négatif, je le sais, mais voilà. Non, mais ça va, ça va.
Ça va. Non, moi personnellement, par contre, moi j'ai adoré. Moi j'ai vraiment, au-delà d'être fan, j'ai bien aimé les musiques parce que j'ai trouvé que la chanteuse avait tellement un cœur. C'est-à-dire que moi j'écoute les musiques après et ils me foutent la chair de poule et je l'écoute sous la douche. C'est-à-dire que j'ai de l'eau qui coule et j'ai quand même la chair de poule, ce qui est quand même un truc de fou. Ah, les musiques sont top par contre. Ah, les J'ai beau musiques pas sont avoir vraiment aimé le film, les excellentes. musiques sont Et vraiment incroyables. En vérité, oui, Utah, il y a un petit problème avec Utah, mais moi j'ai adoré le film pour le passage qu'il y a. Alors, le gros problème, et c'est le même problème qu'il y a eu au niveau de Wano Kuni, c'est qu'ils nous l'ont survendu. Ils ont fait, waouh, Shanks, vous allez voir et tout ça. Et les gens étaient persuadés qu'on allait avoir des trucs de fou sur Shanks. Et on a été, non, Shanks, et au niveau du film Red, c'est qu'un personnage secondaire au niveau de l'intrigue. Et j'ai bien aimé, par contre, le petit flashback qu'on a à la fin sur Shanks, qui pour moi est canon. Le flashback qu'on a est canon et apporte une dimension sur l'équipage de Goldie Roger qui est là-haut. Oui, donc voilà. Tu avais une deuxième question, mais rapide. Oui. Oui, déjà je vais dire merci pour la réponse. En effet, les musiques, je trouvais qu'elles étaient vraiment incroyables. Je m'occupe beaucoup la VO. Mais c'est vrai qu'en fait, on parle du One Piece. Je pense que ça a un lien avec les rêves des autres Mugiwara, comme par exemple Sanji, d'unifier toutes les mers pour qu'ils puissent trouver All Blue. Mais si One Piece n'était pas une sorte de bouton ou magique ou quelque chose, peut-être de détruire le Red Line, tout ça, et restaurer une sorte de mer unique. Oui, il y avait, tu fais référence à une théorie qui expliquait que le One Piece allait justement permettre d'accomplir la volonté de Joy Boy, je crois, où notamment l'objectif c'était de détruire Red Line, là où siègent les dragons célestes. Et en dessous, il y a les... Et que justement, en détruisant cette barrière naturelle, les 4 mers qu'on connaît allaient se mélanger au centre pour former le All Blue. Et effectivement, ça permettrait à Nami de cartographier le nouveau monde, à Sanji de découvrir All Blue puisqu'il serait créé. Et il y a d'autres rêves, je crois, qui seraient... par rapport à combattre quelqu'un qui serait voilà. sur place devrait améliorer le pays. Effectivement, il y a tout un lien. Je sais pas. Effectivement, la théorie semble se tenir, mais j'ai vraiment pas vraiment d'avis là-dessus. Et on revient sur le truc, c'est que si c'est pas ça, est-ce qu'on devrait être pas content que ça soit pas ça? C'est justement, oui, voilà, c'est là la question. Comme disait, je veux juste revenir, c'est un peu lié à ce que tu dis, mais sur ce qu'on nous a survendu Wano, et je trouve que c'est vraiment dommage en fait, parce que déjà quand on était dans Whole Cake, qui est, je trouve, avec le recul, un arc fantastique qui tranche, qui reprend pas justement les codes de One Piece pour beaucoup, qui a vraiment été original à ce niveau-là, et en fait les éditeurs nous disaient oui mais non mais là c'est Whole Cake, mais c'est un arc plutôt tranquille, vous allez voir après il y a Wano, ça va être vachement bien, et du coup nous on lisait Whole Cake, on se disait mais... Bah du coup c'est pas Whole Cake qu'on veut lire, c'est Wano qui est vachement bien, qu'on nous tease depuis 2 ans, et entre les éditeurs et Oda tout le monde nous disait ça, même alors sans spoiler, mais dire que Kaido, on savait pas, Oda lui-même ne savait pas comment il allait être battu, que ça pouvait pas être un simple coup de poing, on nous vendait du rêve, mais au final Wano, beaucoup comparaient Wano à Marineford, mais Wano c'est pas un nouveau Marineford, Wano c'est un nouveau Enies Lobby à la limite, mais c'est pas un arc qui conclut quelque chose à proprement parler, c'est une aventure de plus, donc il a un schéma relativement classique. Et au final, Wano laisse beaucoup l'impression que c'est un arc comme les autres, mais juste parce que on nous l'a survendu en fait, et on nous a vendu du rêve, et c'est ce qui s'est passé avec Red aussi, avec Shanks comme le disait le doc, et on a tendance à trop nous survendre les choses avec One Piece. L'inconvénient aussi, c'est que en tant que fan, on s'est tellement approprié One Piece, on vit tellement avec One Piece depuis un bout de temps, qu'on a des attentes que One Piece pour nous, c'est un tel niveau, on veut toujours avoir cette même surprise, ces mêmes attentes, cette même hype, cette même chose, et c'est parfait que des fois il y a un truc qui semble normal, et pour nous c'est pas bien, parce qu'on s'attendait à tellement. Donc voilà, est-ce qu'on a bien répondu à ta question ? Ça fait plaisir. Une autre question, levez la main. Oui, là, très bien. Vous pouvez vous lever, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, on m'entend bien? On m'entend. Ok. Est-ce que vous avez un arc préféré? Personnellement, c'est Enies Lobby. Je dois répondre, Oui. je suis désigné. Tu es désigné. Marineford, j'aime beaucoup parce que c'est Marineford, justement pour tout le côté exceptionnel dont on parlait, mais je sais que tu vas aussi dire Marineford, c'est pas très original. Non, le David Balfight. Ouais, voilà. Mais pour le coup, ouais, en deuxième, je dirais Enies Lobby qui, je trouve, a emmené One Piece vraiment aussi dans une dimension complètement nouvelle avec que ce soit les combats, la portée de l'histoire, les enjeux qu'il y avait dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en termes de vente, que One Piece a dépassé Naruto à l'époque.
ça montre bien qu'Enies Lobby a vraiment marqué un tournant, et même les antagonistes, le CP9, tout le flashback qu'on avait avec, avec Robin, ça a montré qu'en fait One Piece c'était pas juste une aventure au hasard où on allait d'île en île comme ça, un petit peu au pif, qu'il y avait vraiment un gros univers derrière qui attend d'être découvert. Les frissons, c'est ça? Voilà, rien qu'à penser à un truc, j'ai déjà des frissons, mais Enies Lobby, pour moi, a été un truc où Eiichiro Oda fait un virage Dragon Ballesque. C'est-à-dire qu'au niveau des combats, on arrive sur de la vitesse, on arrive vraiment sur de la puissance, on ressent les impacts au niveau des cases, qui est absolument dingue, au niveau de l'anime. C'est complètement fou. Cependant, il ne reste pas dans cette partie-là parce qu'il arrive à nous faire pleurer pour un bateau. Qui a pleuré pour la mort du Merry? Et oui, mais en même temps... C'est un bateau. C'est un bateau. C'est du bois. Hein, voilà. Il a la figurine. Il a la figurine de la scène chez lui. Ouais. Rien qu'en revoyant la scène en figurine, j'ai senti les frissons aussi. J'étais ému en voyant la scène. C'est incroyable. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que même s'il fait un virage au niveau du dynamisme dans les combats, et il arrive toujours à nous garder l'émotion. Robin, il y a deux cases. Je veux vivre. Et j'ai été content. Je veux vivre de Robin. Et j'ai content d'avoir vécu des aventures avec vous. Franchement, c'est magique. Et après, cet idiot nous fait un mec sans slip qui court et qui veut pas rejoindre les Mugiwara. Mais c'est ça, One Piece. One Piece, c'est les trois en Enies Lobby. C'est-à-dire que, ouais, c'est des mecs en slip. Voilà, ouais. Ça définit bien One Piece, voilà, déjà en slip. C'est Seigneur Pink. C'est-à-dire qu'on va avoir du rire, on va avoir des larmes, on va avoir du combat, on va avoir de l'épicness, on va avoir de la sensation, des révélations. Enfin, voilà, c'est la magie de One Piece. Et même sur la richesse, pardon, tu voulais enchaîner, mais même sur la richesse, je veux dire, Oda arrive à créer un univers tellement riche qu'on est quand même dans un univers où il y a des robots, des samouraïs, des pirates, des nuages dans le ciel, tout ça se mélange. Des nains, et on se dit, bah oui, encore une fois, oui, c'est comme les mecs de 6 mètres de haut qui ressemblent à rien, oui, on l'accepte, c'est normal, c'est One Piece. Après, c'est, comment ça s'appelle, la suspension d'incrédulité. Ouais, il arrive à créer un univers tellement loufoque qu'il peut nous faire accepter presque n'importe quoi, et qui lui permet de parler de discrimination, de plein de thèmes différents. Je suis obligé de dire quelque chose, on coupera la vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Ouais, bouchez-vous les oreilles. La seule chose qui aurait pu me faire partir de One Piece, c'est si Big Mom avait eu un enfant avec un tontatas. Voilà, vous avez l'image. Je vous laisse avec l'image. Voilà, on arrête. C'est cadeau. La puissance de One Piece. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Une autre question. Oui, le monsieur en bleu. Et entre parenthèses, le monsieur là, votre t-shirt mammouth, c'est un t-shirt mammouth? Mais le magasin? Non? Ah, voilà, ça, bravo. Bon, seuls les vieux peuvent comprendre, mais voilà, je me sens moins seul. D'accord. Je me sens exclu. Ah bon? Il est où le micro? Ok, donc ça sera vous après. Oui, vas-y. Oui, bonjour. Tu peux te bonjour. lever, s'il te plaît? Comme ça permet de te voir. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, par rapport au nombre de personnages qui arrivent, il y en a beaucoup trop pour moi. Je voulais savoir si ça rendait pas One Piece brouillon et du coup ennuyant. Alors, oui et non. C'est pour ça que aussi on existe, nous, en tant que youtubeurs. Pourquoi? Parce que même nous qui lisons à fond, des fois, on a des connexions sur le nom des personnages. Et là, en plus, avec Wano Kuni, avec les noms qui étaient hyper durs. Et oui, en vérité, le chef Otaku avait fait une très bonne réflexion. Il avait dit, parce qu'il y en avait qui avaient critiqué en disant, oui, mais tu maîtrises pas l'œuvre. Faut la maîtriser, One Piece. Parce que One Piece est beaucoup trop dense. Et il ferait des personnages lambda qui seraient pas intéressants. What the fuck? Vas-y, fais-toi plaisir. Sauf qu'il y a un mec qui est pas intéressant et qui va avoir une importance. Goemon, je suis sûr qu'il va nous foutre une dinguerie avec Goemon. C'est possible. Le mec est dans le coffre, hein, pour information. Oui, il y a un vrai problème. Enfin, en tout cas, il y a un vrai débat là-dessus. Je dirais au moins depuis Dressrosa, avec Whole Cake et Wano en plus, où il y a une quantité de nouveaux personnages. Et des fois, on se dit, mais pourquoi se casser je vais pas être vulgaire, mais se casser les fesses pendant 10 chapitres à raconter le personnage et tout ça pour qu'au final il fasse rien après. Juste, c'est Oda en fait, des fois il fait ça juste pour le plaisir de raconter une histoire. Sauf que ça sert à rien des fois dans le contexte et que on aime ça et d'un autre côté on se dit bah ouais mais ça nous embrouille. Pour prendre l'exemple des 9 fourreaux rouges, ils sont 9 et on s'arrête sur chacun d'entre eux au moins un petit peu.
Et au final, on se dit, mais en fait, sur les 9, ils n'ont pas tous une véritable utilité dans le scénario. Et se dire déjà, pourquoi t'as pas réduit ne serait-ce qu'à 7 en fait? Il y a des fois il y en a effectivement trop, et au final, on sait plus ce qu'on lit des fois. Ouais, et malheureusement, c'est aussi l'un des défauts, c'est-à-dire que les gens, à un moment, ils vont abandonner en se disant non, mais là, il y a trop, parce qu'il va parler pendant un chapitre ou deux d'un personnage qui a peut-être pas d'importance, qui va peut-être pas intéresser les gens, et c'est vrai que c'est dur. Mais d'un autre côté, il va tellement nous donner d'émotions avec certains personnages qu'on va continuer à vouloir savoir son histoire. Est-ce qu'on a bien répondu? Merci beaucoup. Juste devant, monsieur, levez-vous. Bonjour. Bonjour, je voulais demander, vous pensez que c'est quoi le trésor de Marie-Joie auquel Doflamingo a fait référence dans la prison? C'est pas évident déjà parce que une des potentielles réponses est peut-être un peu un spoil, donc on peut pas, c'est difficile d'en parler. Sabot notamment, dernière apparition de Sabot. Ah oui. Voilà, c'est peut-être lié à ça effectivement. Le trésor, ça pourrait être le chapeau de paille qu'on voit quelque chose qui est lié à cette espèce de chapeau de paille géant dans les sous-sols de Marie-Joise. L'existence de Im aussi en soi peut être le trésor. Enfin, c'est un secret qui a l'air d'être connu de personne à part des 5 doyens. Dans mes souvenirs, il avait dit deux choses. Il avait parlé d'un trésor, mais il avait aussi parlé d'une information que s'il révélait, le monde partirait en cacahuète. Et pour moi, on avait pensé à l'époque, en tant que youtubeur, l'arbre des fruits du démon. Ouais. Qui était sur Marie-Joie. Et c'est, mais en un sens, moi, je me suis dit, c'est con, parce que s'ils ont l'arbre, s'ils veulent plus qu'il y ait de fruits du démon, ou alors ils les cueillent tous et ils les gardent. Comme ça, à moi, ils peuvent pas tous poser parce qu'il n'y a qu'un seul type, enfin, il n'y a qu'un seul fruit. Voilà. Il n'y a qu'un seul fruit identique. Non, je dis une connerie. J'arrive pas à dire ma phrase. Il y a un fruit à chaque fois. Il n'y a qu'un seul fruit qui existe de chaque sorte. Voilà. De chaque nom. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit c'était autre chose. Et là, dernier coup, quand j'ai pensé tout simplement à Im-sama, mais en vérité, si Doflamingo, il disait il existe quelqu'un au-dessus du Goreisei, qui est vieux depuis X années, qui était là pendant le siècle oublié, et qui a un pouvoir absolument fou, et qui peut vraiment faire n'importe quoi, les gens là se disent ok, parce que rappelez-vous Ener, le pouvoir qu'il avait sur l'île de Skypia, imaginez une même personne qui peut avoir le même pouvoir n'importe où dans le monde. C'est waouh. Ouais, c'est démesuré. Donc effectivement, est-ce que ça fait référence à ça? Est-ce que ça fait référence à quelque chose qu'on n'a encore pas vu? Les sous-sols, on l'a vu dans la case avec le chapeau de paille, il y a l'air d'avoir beaucoup d'autres endroits dans les sous-sols. Donc autant d'endroits où Ichiroda peut nous lâcher des dingueries à un chapitre où on s'y attend pas. Donc franchement, je pense que ça sera lié à la découverte de toute façon du One Piece aussi. Hein, tout ça va être, tous ces mystères vont plus ou moins être, à mon avis, découverts dans la même veine en fait, dans le même arc. Mais moi, je veux revoir Doflamingo. Voilà, parce que qui ne veut pas le revoir? Voilà, c'est ça. Bah, il y a des gens qui veulent qui veut revoir Ener? Ah putain, c'est dingue. Hein. Ah, c'est dingue. Le Ener, comment il a marqué les esprits. En même temps, même avec ses mini-aventures. Ouais, les mini-aventures, elle est obligé qu'ils reviennent à un moment. Est-ce qu'on a bien répondu? Merci beaucoup. Encore une question. Oui, monsieur en rouge devant. Ah non, il y avait quelqu'un, tant pis. Où ça, le jeune homme. Ouais, après. D'accord. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question au sujet de Baggy. Et je voulais savoir pour vous jusqu'où... Sans spoiler? Oui, sans spoiler. Sans spoiler, ok. Jusqu'où Oda compte le faire aller? Bah, jusqu'au bout du monde. Hein, vers l'infini et l'au-delà. Mais je crois que ça me choquerait même pas que Baggy soit sur l'île de Locktail avec Luffy quand il découvrira le One Piece. Ça me choquerait même pas qu'il arrive à tomber par hasard alors que ça fait plus de 20 ans que tous les pirates cherchent cette île et que quand le nouveau roi des pirates va réussir, que lui va réussir à tomber là par hasard en même temps. Ça ne me choquerait même pas, le connaissant le personnage. Ouais. Tu as bugué. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais je sais qu'il y a très très longtemps, on avait fait des questions-réponses, je crois que c'est en 2018, et à un moment j'avais dit comme ça, j'avais dit Baggy, lui, un jour, il deviendra un... Il atteindra une sphère il atteindra un truc absolument dingue, et les gens m'avaient dit, mais non, c'est complètement what the fuck. Et ce qui est dingue, c'est que en gros, il va atteindre un niveau où le niveau servira plus à rien, justement. Voilà, c'est ça, c'est exactement une fois qu'il aura atteint ça, et encore une fois, mais lui, en gros, c'est le personnage récurrent de certains mangas, c'est comme le Hercule. Oui, c'est exactement Satan de Dragon Ball, c'est le même profil. Mais par contre, Ichiroda a dit qu'il avait vraiment une très grande sensibilité pour ce personnage. Ouais. On a bien répondu ou pas? Ah oui, merci. Ok, parfait. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir quel est votre personnage préféré? Personnellement, c'est Luffy ou alors Ace. Parce que... Toi, c'est Luffy et Ace, ouais. Ton préféré? Vas-y, commence cette fois. Ok, moi c'est simple, c'est Barbe Blanche.
Voilà, le papa. Padré. Le padré, parce que je m'identifie quand même beaucoup à lui, et je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment un truc de fou, c'est-à-dire qu'au niveau des empereurs, il y avait Big Mom qui avait une vraie famille, mais elle utilisait ses enfants pour faire des alliances, donc il n'y avait pas un lien vraiment maternel avec ses enfants, alors on n'a absolument rien à faire, contrairement à Barbe Blanche, qui lui n'a pas d'enfants, mais son équipage, c'est ses enfants. C'est là tu vois, la différence qui est entre les deux. Et oui, moi, c'est lui, quoi. Bon, lui, quand il dira, quand il va le dire, vous ferez ouh. Allez, vas-y. Sans être prêt, Barbe Noire. Ah, voilà. Ça fait des années que j'adore ce personnage. Ouais, ça, c'est vrai. Je le trouve incroyable d'avoir... En fait, ce qui me rend fou, déjà, c'est que c'est le pirate par excellence. C'est le pirate crade, un peu comme on a dans la représentation qu'on a depuis les trucs comme l'île au trésor de Stevenson. C'est vraiment ce genre de pirate. Parce que finalement, Oda, la plupart des pirates, c'est des pirates que de nom. Ils ont pas de jambes de bois, d'œil borne et tout. C'est des pirates très chauds, très manga, plus que pirates. Et Barbe Noire, il a vraiment cet équipage de pirates un peu crade, un peu vicieux. Et en plus, il a un esprit de réflexion, de créer un plan pour devenir corsaire, juste pour ouvrir une porte, aller recruter 4 mecs dans une prison. Tout ça pour un plan encore après pour devenir empereur. Ce personnage me régale et c'est vraiment l'antithèse de Luffy. On le sait depuis Mocktown de toute façon, avec le coup du jus de pomme et de la tarte aux cerises ou aux myrtilles. Et ben voilà, déjà rien qu'avec Wano, avec les entractes, on l'a revu apparaître, je me régale. Et donc on sait que ça va plus ou moins être le pirate ultime que Luffy va devoir affronter. Et ça fait 10 ans que j'attends ça, quoi. C'est incroyable. Ouais, donc ouais, c'est vrai que je vais pas, c'est pour rigoler, mais c'est vrai que Barbe Noire, il a une psychologie qui est absolument dingue. Il a une intelligence de fou, et même si quand il apparaît, on a l'impression qu'il se fait maltraiter, qu'il lui arrive des trucs. En vérité, non, tout est super calculé. Il nous reste plus beaucoup de temps. Il doit nous rester 3 minutes. Il y a une dernière question qui est juste là. On y va. Merci, super gentil. Vas-y. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensiez du personnage de Zoro, car pour être honnête, c'est mon personnage préféré, et parce que je trouve qu'il fait preuve d'une loyauté sans faille, et c'est ce qui me foutrait presque plus de frissons que Luffy par moment. Tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Au-delà de ça, il a une intelligence. Il est un vrai bras droit. Moi, je le mets au même niveau que Rayleigh, non pas au niveau puissance, mais au niveau intelligence, au niveau maîtrise, au niveau aiguillage du capitaine. Quand il arrive, il y a plusieurs fois. Quand Usopp part ou veut partir, il lui dit non mais si lui part, moi je me casse parce que tu sais un capitaine et tu dois faire des choix, même des choix qui te font mal. Au niveau de Punk Hazard, quand il commence à faire la toupie, l'hélicoptère et tout ça, il lui dit non, maintenant on est dans le nouveau monde, tu es sérieux dans tes combats. Et il l'a redit encore dernièrement, là on peut le dire parce qu'on l'a vu en anime, quand il fait c'est-à-dire qu'il est intelligent et il nous donne, il a des actions qui nous donnent, comme j'ai l'habitude de dire, le kiki tout dur. Quand il va contre Kaido. Et ouais, mais tout à fait. Et le mieux, moi je suis team Sanji, mais il y en a un, il coupe des sushis, l'autre il coupe des dragons. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Non, effectivement, Zoro, j'ai à peu près le même avis que le doc, hein, je trouve. Déjà, le personnage, bon, il est fait pour être stylé. Les combats aux épées, il régale. Et j'aime son rôle de vice-capitaine et le sens des responsabilités qu'il a par rapport à ça. Et je voulais exactement dire, quand Usopp part, il dit non, personne bouge. Luffy, il fait son truc. Sur Zou, exactement, avec le départ de Sanji. Il l'a encore prouvé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et alors, par contre, je trouve, personnellement, même si je suis plus team Zoro, s'il faut faire des teams, je trouve que le background et le développement de Sanji en termes d'émotion ont été mieux gérés, du coup, depuis ce qui se passe à Whole Cake. Il y a même avec Wano Kuni, moi je pensais en apprendre plus sur Zoro. Ouais. Je pensais vraiment qu'il allait avoir des trucs et non. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Franchement, je pense que vous aussi, on aurait pu continuer pendant une demi-heure, voire même 1 heure. Je vous remercie énormément d'être restés. Déjà, c'est gentil. Est-ce que pour terminer, on ferait pas un maximum de bruit pour les 25 ans de One Piece? Oh oui. Les meilleurs applaudissements que vous avez en réserve, ça fait 25 ans qu'on est là pour One Piece. Non. Coupez. À 3. Ouais, c'est ça. 1, 2. 25 ans quand même. Hein. Merci à tous en tout cas. Merci, c'était génial. C'était trop bien. On se dit à bientôt. Et on continue à parler de One Piece. Et la dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous lisez One Piece, il y a une personne dans le monde
dans le monde à la même seconde qui lie aussi One Piece. Et c'est en un sens ce qui nous unit tous. Si Donc vous voulez voilà. continuer à en parler, on est sur le stand du musée One Piece, juste derrière la scène, un petit peu à l'entrée de l'autre hall. Voilà, donc ça sera avec plaisir qu'on discutera One Piece avec vous. Merci.